L'Algérie, en tout cas, il faut savoir qu'elle participe à l'Union pour la Méditerranée. Ils sont là, ils sont présents. Dialogue 5+5, je pense que ça dépend des thématiques. Mais la situation avec l'Algérie est un peu complexe. Nous aimerions là aussi que les choses s'apaisent, que nous puissions vraiment reprendre là où nous nous sommes arrêtés dans la coopération, parce que l'espace que nous partageons aujourd'hui n'est pas individuel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Africactu numéro 31. Aujourd'hui, nous recevons Madame Nadia Hay, qu'on pourrait appeler Madame la Ministre, puisque vous avez été ministre pendant 2 ans dans le gouvernement de Jean Castex, mais surtout aujourd'hui et désormais Madame l'ambassadeur, puisque le 16 juin, vous avez été nommé ambassadeur chargé de la DIMET, c'est-à-dire la délégation interministérielle à la Méditerranée. Et aussi, vous avez été élu 2 fois député des Yvelines. Vous êtes né à Trappes, de parents marocains. Et là, précisément, on va commencer par ça. Vous me dites, vous revenez du Maroc, c'était votre première mission à l'étranger. Après, on parlera de la DIMET. Mais racontez, s'il vous plaît, ce séjour au Maroc, ce voyage de travail. Je vous en prie. Bonjour, merci pour votre invitation. Effectivement, j'ai été nommée alors, le 4 juin par décret présidentiel et j'ai pris mes fonctions le 16 juin à la tête de la délégation interministérielle à la Méditerranée. Et effectivement, j'ai consacré mon premier déplacement au Maroc qui s'inscrit dans la continuité de la visite d'État du président de la République Emmanuel Macron à l'invitation du roi Mohamed VI. Et donc, il y a un certain nombre de projets de coopération qui ont été lancés, un nouveau partenariat de coopération renforcée qui a été acté et présenté par le président et Sa Majesté le Roi. Et donc là, l'objectif, c'est évidemment de continuer, de s'assurer que ce partenariat de coopération est sur de bons rails. Donc vous allez faire le suivi de l'opérationnalité des choses? Oui, parce que ma fonction consiste à animer et à mettre en œuvre la politique de la France dans cet espace de la Méditerranée. L'actualité fait qu'aujourd'hui, le Maroc est dans nos priorités, puisque les 2 chefs d'État et du Royaume ont décidé de nouer ce partenariat et d'écrire un nouveau livre ensemble. Donc bien évidemment, ça rentre dans mes prérogatives. Et puis s'il y a d'autres coopérations qui sont aussi actées dans les prochaines semaines ou prochains mois, il sera aussi de ma responsabilité de suivre la mise en œuvre. Avec l'Égypte également, la visite d'État du président de la République en Égypte a donné lieu à une certaine coopération, des contrats qui ont été signés. Eh bien, il me revient aussi, dans le périmètre de mon action et de mes responsabilités, de m'assurer qu'il y a une mise en œuvre des accords et promesses qui ont été faites. Votre autorité de tutelle, c'est qui? Directement le président, le Premier ministre? Alors, c'est le ministre des Affaires étrangères. Je suis directement placée sous son autorité. La délégation interministérielle aussi qui m'a été confiée, je dépends du Premier ministre aussi pour avoir ce travail de mobilisation de tous les ministères. Et la politique étrangère, vous le savez comme moi, elle est aujourd'hui déterminée par le président de la République. C'est son domaine réservé. Donc évidemment, je travaille aussi en collaboration avec ses équipes. C'est le cas depuis les débuts de la Ve République. Exactement, tout à fait. Les désordres politiques actuels ne changent rien à ça. Heureusement que l'actualité politique et le contexte politique ne remet pas en cause notre organisation institutionnelle. Je pense que c'est important de veiller au bon respect des institutions et de préserver, protéger les institutions, le fonctionnement de nos administrations contre tous les vents, parfois contraires, et on le voit aujourd'hui dans la sphère politique. L'État profond qui tient la maison, quoi. Oui, mais avec une direction politique. Il ne faut pas laisser croire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation politique, et encore moins sur les affaires étrangères. Le président de la République a démontré qu'il était aux manettes, que sur la question internationale, sur la scène internationale, il était présent.
particulièrement sur la scène européenne, où la France a repris une position aujourd'hui extrêmement forte sur la scène européenne. Nous ne sommes plus derrière, nous sommes plutôt devant. Nous impulsons aussi des dynamiques. Et donc là, il convient de suivre, de mettre en œuvre tous les accords qui ont été décidés au plus haut niveau de l'État. Donc la politique étrangère est encore aujourd'hui, encore heureux, sous contrôle. Madame l'ambassadeur, je me permets une petite digression, puisque vous parlez de l'Europe, et que bon, vous êtes, vous, chargé de la Méditerranée. D'ailleurs, ce sont les pays partenaires du Sud, de l'Est, ou c'est l'ensemble de la Méditerranée qui est concerné par votre... C'est l'ensemble de la Méditerranée. Il y a 3 continents aujourd'hui, il y a 3 zones géographiques qui sont concernées. L'Union européenne, les 27 membres de l'Union européenne, les pays d'Afrique du Nord, donc du Maroc jusqu'à l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie également est considérée aujourd'hui dans cet espace. C'est l'Union pour la Méditerranée, oui, exactement. Et puis il y a les pays du Moyen-Orient, Israël, Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie qui vient de faire son entrée, son retour au sein de l'Union pour la Méditerranée, et puis les Balkans qui sont aussi également représentés au sein de cette Union européenne. C'est 43 pays au total. Oui, je sais, c'est beaucoup trop, c'est la faute de Madame Merkel. Hein. Je ne sais pas si... Alors, ça avait été imaginé à l'époque, l'UPM a quelques années derrière et 2008, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qui, je pense, avait c'était un bon état d'esprit, une bonne philosophie de dire qu'aujourd'hui, la France et l'Europe s'inscrivent dans une zone géographique qui doit être stratégique, qui jusque-là avait été considérée comme une frontière, puisque la mer Méditerranée sépare les 2 rives. Et donc aujourd'hui, en 2008, il fallait penser une politique stratégique, géographique et désigner cette mer non pas comme une frontière, mais comme un espace de coopération, un espace de partage. Et je crois que cet état d'esprit était vraiment bien vu à cette époque. Et il l'est davantage aujourd'hui avec les enjeux auxquels nous devons aujourd'hui faire. Sauf que j'ai assisté au Grand Palais à la création de l'UPM. Je connaissais M. Guénaud, M. Guigou, qui, en fait, ce sont les 2 inspirateurs du président Sarkozy. Et donc, nous avons créé l'Union pour la Méditerranée. Et vous savez, la petite histoire, c'est qu'au départ, ça devait être l'Union de la Méditerranée, c'est-à-dire uniquement les pays riverains. Oui. Ce qui a une certaine logique. D'ailleurs, il y a une union de la Baltique. Pourquoi je parle de la Baltique? Parce que Mme Merkel a dit mais non, nous, l'Allemagne, nous sommes acteurs en Méditerranée, donc il faut nous mettre dedans, donc toute l'Europe. Donc on a imaginé un machin, comme pourrait le dire Charles de Gaulle, un machin qui, à mon avis, difficile à gouverner, sans doute, vous allez nous le dire. Et deuxièmement, elle n'a pas voulu abonder un seul euro pour l'Union pour la Méditerranée. Et on a fait des fonds de terroir qui étaient déjà prévus. Bon. Alors, il y a plusieurs instances de coopération et de dialogue, et heureusement. Il y a l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, mais également d'autres instances de coopération et de dialogue, le dialogue 5+5, ouais. Également le dialogue UE Voisinage Sud. Donc, et à l'intérieur de tout ça, il y a aussi le MED9, qui est le MED9, qui regroupe 9 pays de l'Union européenne qui ont à vocation de développer une politique de la Méditerranée. Mais l'Union pour la Méditerranée a été bien pensée. Pourquoi? Parce que la France aujourd'hui fait partie d'un collectif. On fait partie de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que les défis qui concernent la Méditerranée, les défis de transition écologique, numérique, technologique, la question aussi de la préservation de la biodiversité, les défis climatiques ont un impact direct sur les pays du Nord. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, la Finlande sont totalement déconnectés des enjeux de la Méditerranée, puisqu'ils ont un impact direct sur l'Union européenne. Et donc, il est important de les inclure aussi dans ce dialogue, dans cette coopération qu'on peut avoir avec les pays du Sud. Maintenant, il y a des pays qui sont plus concernés,
par les phénomènes, notamment de sécheresse, de défis climatiques, de la pollution de la mer Méditerranée. Ce sont les villes du Sud et les pays du Sud de l'Union européenne. Donc, il y a plusieurs instances de dialogue et de coopération, heureusement, mais il nous faut aussi une union qui pense globalement et qui a les capacités d'agir aussi avec beaucoup de force, beaucoup plus de force, pour répondre à ces enjeux et ces défis qui sont devant nous. Ben, vous avez bien défendu la thèse de Mme Merkel, bravo. Ensuite, il faut que l'UPM avait été pensée en 2008, telle qu'elle avait été pensée, il faut qu'elle évolue, puisque les défis sont nouveaux. On a une prise de conscience aussi assez récente de la question environnementale et climatique. Donc il faut que cet outil, qui est aujourd'hui cet espace de dialogue et de coopération, devienne beaucoup plus efficace, s'adapte aux différents enjeux qui sont devant nous. Eh bien, il y a une nécessité de réformer l'UPM et c'est ce que porte aujourd'hui la France et aussi la voix que j'ai exprimée avec beaucoup de force la semaine dernière à Bruxelles quand l'UPM s'est réunie pour dire que il nous faut se doter de moyens. Donc, nous ne pouvons plus faire avec le budget qui avait été déterminé il y a 10 ans. Oui. Il faut faire évoluer le budget, donc il nous faut des recettes nouvelles. Donc, amener les pays aujourd'hui qui ne contribuent pas à l'Union pour la Méditerranée, eh bien, le fassent, en fonction évidemment de leurs moyens, avec des spécificités. Les pays aujourd'hui qui sont en zone de conflit, il faut aussi avoir une attention particulière. On ne demandera pas aujourd'hui à la Palestine ou à la Libye de venir, ou même la Syrie, de contribuer au même titre que la France, la Suède ou d'autres pays. Mais en tout cas, amener une contribution pour vraiment être partie prenante de ce qui se passe à l'UPM et de se sentir concernée. Ensuite, il faut une vision stratégique, déterminer aujourd'hui nos priorités d'action. Est-ce que nous souhaitons que l'UPM soit uniquement une instance de dialogue ou est-ce que nous souhaitons qu'elle soit aussi une instance de coopération et d'action ? En troisième lieu, il nous faut une gouvernance qui permet de porter, d'incarner cette vision, cette stratégie qu'on aura déterminée avec ce consensus à 43 pays. Je suis ravi de vous entendre nous dire ça parce que quand même on a eu le sentiment ces dernières années que l'UPM était un peu laissé à l'abandon, en friche. Enfin bon, on n'avait pas... Oui, votre prédécesseur a fait des choses, bon, mais on n'avait pas le sentiment qu'il y avait une volonté française, donc au niveau de l'État français, enfin, de la présidence, de refonder et de stimuler, de renforcer. Et c'est ce que vous êtes en train de nous dire, en fait. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire et c'est aussi l'objet de ma nomination. Je suis ancienne ministre. J'ai beaucoup travaillé aussi en ce qu'on appelle en mode projet, c'est-à-dire d'essayer de mettre d'accord des gens qui n'étaient pas d'accord et qui ont pour des objets politiques, des positions politiques, ne pas pouvoir avancer ensemble. Et quand on passe par des projets qui concernent les territoires, eh bien on se rend compte que nous pouvons amener une coopération, même avec des gens qui, jusque-là, ne se parlaient pas. Eh bien, c'est un petit peu aussi le cas de l'Union pour la Méditerranée et même dans les coopérations multilatérales. C'est de travailler sur une diplomatie de projet, de dire que, oui, effectivement, il y a le conflit au Moyen-Orient, il y a des tensions politiques ici et là. Eh bien, malgré tout cela, on va contourner ces difficultés, puisque nous n'avons pas vocation à régler les conflits politiques, mais nous avons vocation à faire avancer les intérêts des pays et répondre aussi aux enjeux et aux défis que nous avons en partage, et donc travailler sur un espace de coopération et de projets qui concernent certains pays. Alors voilà, vous avez dit plusieurs fois le mot projet. D'une part, on a bien compris que donc l'espace de compétences de la DIMED que vous dirigez, c'est toute l'UPM en fait. Les champs de compétences se recoupent, enfin, ils sont identiques, quoi. Oui. Mais là, revenons au projet. Sur quel projet allez-vous travailler là tout de suite dans les prochaines semaines ? Alors, la DIMED, ce n'est pas que l'UPM. Je représente la France au sein de cette union. J'anime, je coordonne pour la France les différentes autres instances de dialogue, le dialogue 5+5, le dialogue UE voisinage sud, le MED de 9. Donc je coordonne toutes ces instances de dialogue et je prépare les réunions ministérielles entre les différents ministres
des Affaires étrangères. Mais la DIMED, ce n'est pas que ça, c'est aussi conduire des événements, organiser des événements pour créer du partage, pour créer des coopérations nouvelles. La DIMED, prochainement, en novembre 2025, porte le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. À quelle date exactement? Le 20 et le 21 novembre prochain à Paris? Tunis. Ah. Première édition, c'était à Marseille, et c'était l'année dernière. Et c'est porté par la DIMED. Deuxième édition, Tunis. Troisième édition, Marseille. L'invitation est lancée pour vous-même et vos équipes pour venir participer si vous ne pouvez pas vous rendre à Tunis en fin d'année. Mais 20-21 novembre prochain, on organise le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle avec un objectif bien précis. C'est que les avancées technologiques que nous sommes en train de connaître, que connaissent aujourd'hui les pays, je pense aux États-Unis évidemment, qui sont très moteurs là-dessus, les Chinois, mais également le sommet qu'a organisé le président de la République Emmanuel Macron sur le sommet de l'intelligence artificielle pour réunir des fonds, pour lever des fonds, créer un hub aussi de l'intelligence artificielle en Europe. Eh bien, tous ces pays développés, des grandes puissances qui développent ces nouvelles technologies, eh bien, permettre à d'autres pays qui ne sont pas autant à la pointe de ces technologies, eh bien, de suivre le mouvement. Et ça permet aussi de ne pas reproduire certaines erreurs du passé qui ont été de créer des inégalités parce que tout simplement nous n'avons pas mis de mécanismes ou d'instances de coopération pour entraîner avec nous les pays aujourd'hui qui sont en développement, qui connaissent aussi une expansion très importante, ou ceux qui sont encore en voie de développement. Je pense notamment aux pays d'Afrique occidentale ou subsaharienne. Bravo d'avoir ces projets, sauf que je suis très déçu parce que le 20 novembre, je voulais vous inviter à une conférence des ambassadeurs que je vais faire sur le Maroc. Parce que vous savez, en novembre 2025, le prochain, c'est le 50e anniversaire de la Marche verte de Hassan II. Bon, puis le 18, c'est la fête nationale, enfin la fête de l'indépendance. Donc le 20, Samira, Madame l'ambassadeur du Maroc, Samira Sitaïl, est déjà d'accord sur la date. Mais vous ne serez pas là. Alors, je ne serai pas là. Alors est-ce que par téléphone, par vision, on verra? Mais je serai à Tunis pour l'ouverture et pour ce moment du Forum de l'intelligence artificielle. Et au Maroc, j'y étais encore hier. Et c'est un forum qui est aussi très attendu, en fait, d'entraîner une coopération des pays méditerranéens, des pays du Sud. Et donc, on va traiter un ensemble de sujets, de thématiques qui sont aujourd'hui des enjeux vitaux pour les pays méditerranéens. Je pense au stress hydrique, la question de l'eau, la question aussi de l'agriculture, mais également de l'entrepreneuriat, donc le défi de l'emploi dans ces pays. Également les différentes transitions, qu'ils soient numériques, mais aussi qu'elles soient énergétiques et écologiques. Donc il y a un certain nombre de sujets qui vont être traités, la santé, l'éducation, au cours de ces 2 journées où les pays sont vraiment en demande et en attente de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, de coopérer ensemble et, je l'espère, demain, de conduire des projets ensemble. Alors je vous inviterai à une autre conférence en octobre que je vais faire sur les innovations frugales pour l'Afrique et le monde. Par exemple, il y a des gens qui ont inventé une machine qui permet d'avoir de l'eau potable en plein désert parce qu'elle attrape l'humidité de l'air la nuit et la restitue le matin en eau potable. Vous voyez, il y a beaucoup d'innovations qui aujourd'hui méritent d'être connues et doivent monter à une échelle plus importante. Puis la question du climat, de la sécheresse, aujourd'hui, c'est un défi. Concerne nos départements du Sud. C'est un défi vital. Oui. Ce défi-là, il est vital. Madame l'ambassadeur, est-ce que vous êtes combien dans votre équipe et est-ce que vous avez une autonomie financière, un budget, ou est-ce que vous êtes dépendante de... Enfin, chacun de vos collaborateurs rattacherait un ministère, je ne sais pas comment. Non, j'ai une équipe qui forme la délégation interministérielle. Nous sommes 9 personnes aujourd'hui, des personnes extrêmement engagées pour ces sujets, très compétentes. Nous accueillons des stagiaires qui sont tout aussi volontaires, qui apprennent très vite et qui au bout d'un certain temps, deviennent aussi très compétents sur certains sujets. Donc, j'ai la chance d'avoir une très très belle équipe qui œuvre à mes côtés pour
porter ces sujets, pour créer tout ce que je viens de vous dire, animer cette politique française au sein de la Méditerranée et organiser toutes les réunions, les forums que nous soit organisons, soit auxquels nous sommes appelés à participer. Alors, est-ce que ce sont des personnes que vous avez embauchées vous-même ou qui étaient déjà dans le... Alors, elles ont été embauchées. Moi, je viens d'arriver, oui, donc c'était une équipe qui avait déjà été composée. Et donc, très heureuse et contente de cette équipe. Oui, et j'ai la chance d'avoir un adjoint à la délégation interministérielle qui a une carrière de diplomate très riche. Et donc, c'est Julien Chenivès. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Et nous resterons encore plusieurs mois en collaboration. Donc, alors, vous avez cité le 5+5. Si vous voulez, je sais ce que c'est, mais pas forcément tous nos téléspectateurs. Dites-nous un mot sur le 5+5. Eh bien, en fait, c'est un espace là aussi de dialogue entre les pays du Nord, enfin des pays de la rive du Nord de la Méditerranée avec les pays de la rive Sud. Et donc, on choisit des thématiques. Donc, il y a la défense, la transition écologique, la sécurité. Et c'est un dialogue, aujourd'hui, c'est un espace de dialogue qu'il nous faut renforcer peut-être, et pour certaines thématiques, réanimer. L'espace défense, le dialogue défense fonctionne très très bien. Très très bien parce que tout le monde a bien compris qu'il y avait une politique de défense à avoir dans un monde qui est en pleine mutation, dans un monde qui bouge, où l'ordre international est totalement bouleversé et où l'agression peut venir de n'importe où et à n'importe quel moment. Donc il est nécessaire aujourd'hui de travailler ensemble sur la défense. Il faut qu'on qu'on renforce, qu'on dynamise davantage le dialogue sur les transitions écologiques et donc travailler ensemble pour répondre aux défis environnementaux. C'est en fait un espace de dialogue qui est un peu plus thématique, donc plus ciblé. Qui est consultatif aussi. Est consultatif, mais aussi qui peut donner lieu à des coopérations internationales. Donc, c'est comme l'Union pour la Méditerranée, c'est aussi un outil qui peut permettre de mener des projets. Je pense notamment au Blue Med Partnership, qui est un programme qui est pensé par l'UPM, qui va être mis en œuvre par l'UPM, qui a un objectif d'atteindre à horizon 2030 1 milliard d'euros pour investir dans les pays sur des gros projets. Nous avons déjà identifié 3 projets. Un en Jordanie, un en Égypte et un au Maroc, où j'étais encore cette semaine. Et au Maroc, par exemple, il y a un projet de développer le premier parc éolien offshore d'Afrique. Et donc, c'est porté par l'UPM, financé une partie par les partenaires de l'UPM, par nos agences. L'Agence française de développement est aussi un partenaire. C'est porté par aussi la Banque européenne d'investissement. Donc, il y a les organismes publics d'investissement européens qui sont aujourd'hui mobilisés pour porter des projets. Là aussi, l'objectif, c'est d'avoir du partenariat privé dans ce programme du Blue Med Partnership pour embarquer des entreprises de financement, des banques, des sociétés de gestion ou des entreprises qui ont envie d'agrandir leur marché sur des métiers industriels. Donc là, nous avons aussi une volonté de développer le partenariat public-privé. Est-ce que sur la défense, l'Algérie participe au débat ? Alors, c'est un dialogue interministériel. Donc, l'Algérie, en tout cas, il faut savoir qu'elle participe à l'Union pour la Méditerranée. Ils sont là, ils sont présents. Dialogue 5+5, je pense que ça dépend des thématiques. Mais la situation avec l'Algérie est un peu complexe. Nous aimerions là aussi que les choses s'apaisent, que nous puissions vraiment reprendre là où nous nous sommes arrêtés dans la coopération, parce que l'espace que nous partageons aujourd'hui n'est pas individuel. Quand on parle aujourd'hui de la dépollution de la Méditerranée ou la disparition de la biodiversité, elle s'applique à Alger comme elle s'applique à Marseille, comme elle s'applique à Paris. Donc il y a une nécessité de reprendre le dialogue, la coopération, mais dans une exigence mutuelle. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a un impératif, c'est de libérer Boualem Sansal pour permettre justement la reprise de ce dialogue. Donc à notre niveau, nous sommes totalement disposés à travailler, mais avec une exigence et en respectant nos droits fondamentaux, la liberté individuelle
Et voilà, on n'y dérogera pas. Nous, au contraire, nous défendons très activement ces droits. Et bien sûr, nous sommes pour l'apaisement, mais nous sommes aussi pour les respects des droits fondamentaux. Donc il y a une exigence mutuelle. La nôtre, elle est très claire, elle a été affichée. Et alors voilà. la question que je dois vous poser, parce que sinon on va nous le reprocher à tous les deux, est-ce que vous êtes statutairement fondé à dire quelque chose sur Gaza, le problème de Gaza, enfin, la tragédie de Gaza ou pas? Ma voix, c'est celle du président de la République sur le conflit. Bien évidemment. La libération des otages, qui est un impératif absolu, c'est quand même terrible pour les familles aujourd'hui qui ont des otages qui sont entre les mains du Hamas. Donc libération des otages. Le droit humanitaire pour le peuple palestinien, ce qui se passe là-bas est terrible. Il n'y a pas de mots. Il y a une déshumanisation presque de ce qui se passe là-bas et bien évidemment la solution à deux États qui doit être une solution politique parce que la solution de ce conflit qui oppose Israël à la Palestine, c'est une sortie politique au conflit, la reconnaissance des deux États. Et c'est pourquoi je soutiens évidemment cette conférence qui a été initiée par la France et l'Arabie Saoudite pour trouver cette solution très rapidement au conflit avec la reconnaissance des deux États. Parfait. Madame l'ambassadeur, il nous reste 1 minute. Et encore, je suis généreux. Est-ce que vous voulez aborder un sujet en particulier ou je vous pose une question, par exemple, sur l'héritage de votre prédécesseur qui avait engagé des actions pour tourner, adresser aux citoyens le Forum méditerranéen, bon, c'était un peu la mode du moment avec Montpellier aussi, avec le président à Montpellier, l'Afrique. Ou est-ce que vous allez créer un fonds thématique, par exemple? Lui, il avait créé le fonds Maghreb. Alors, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité aujourd'hui de maintenir le dialogue entre les sociétés civiles. Ouais. Donc, effectivement, des initiatives avaient été lancées par mon prédécesseur. Moi, je compte aussi organiser l'année prochaine le dialogue des diasporas. Donc, on verra quel est le format et comment on organisera cette rencontre. Et il y a aussi le Forum culturel Méditerranée, qui est la saison culturelle Méditerranée, qui aura lieu de mai à octobre 2026 pour permettre aujourd'hui à 5 pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Liban, de présenter, de travailler, de valoriser aussi tout ce qu'ils font en matière culturelle dans son sens le plus large. Bien évidemment, le milieu artistique, mais aussi le milieu entrepreneurial, l'économie qui découle de la culture, et bien d'avoir aussi ces pays qui sont mis à l'honneur l'année prochaine en France. Donc, on continue à travailler sur le dialogue, sur la coopération, organiser de grands événements pour permettre à notre jeunesse, notamment, de rester connectés et à toutes les populations de bien comprendre la politique qui est portée et dans le même temps, ensemble, réfléchir à la réponse que nous devons apporter collectivement aux défis qui sont devant nous aujourd'hui, que nous devons relever tous ensemble. Donc ce sont des instances extrêmement importantes. Bien évidemment qu'on continuera à le faire sous différentes formes, certainement. Madame l'ambassadeur, je reviens sur un mot que j'ai prononcé tout à l'heure. J'avais fait une petite digression, la digression, parce que vous avez parlé de Bruxelles. Vous savez très bien que le français, la langue française, est maltraitée en dépit des règlements et des accords en sa qualité de langue de travail de l'Union européenne. Alors je sais bien que ce n'est pas la DIMED, mais quand même, est-ce que ça vous parle de dire mais il faut faire quelque chose, puisque vous avez sans doute l'oreille du président? C'est pas possible de laisser le français se faire piétiner comme c'est le cas aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il est piétiné, mais en tout cas il y a une nécessité aujourd'hui de travailler sur la francophonie et sur la langue française. Moi je me refuse de parler anglais dans les instances aujourd'hui internationales. Mais vraiment, je m'y refuse. Formidable. Je trouve que notre langue est belle et cela nous permet d'exprimer une pensée très détaillée et fine. Donc notre langue est riche, il faut la promouvoir, il faut le faire au sein des instances internationales, mais aussi il faut le faire avec la société civile. Il y a beaucoup aujourd'hui d'organisations, de collectifs qui s'organisent, des entreprises aussi qui s'organisent pour défendre la langue française en Europe, à l'international. Et moi, je suis en soutien de la défense de la langue française. Je vous le dis et je vous le répète, bien que je peux m'exprimer en plusieurs langues, mais vraiment la langue française, pour moi, est un élément
très très important dans la stratégie du rayonnement de la France dans le monde. Eh bien, écoutez, acceptez, s'il vous plaît, que je vous remercie. Merci. Au nom de tous les associatifs militants de la langue française, et ils sont nombreux, plus dans la société civile qu'au gouvernement d'ailleurs. Merci d'être venu. Vous êtes la bienvenue. Quand vous avez de l'actu, on pourra en reparler. Avec plaisir. À l'automne, quand vous allez faire des choses. Oui, il y a pas mal de sujets à l'automne. Eh ben, super. On sera ravis de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci de nous suivre.